Bonjour et bienvenue dans ce cours d'algèbre intermédiaire pour les conditions minimales du test Taj-Maj. Alors aujourd'hui, on va voir quelques notions d'algèbre qui n'avaient pas d'utilité particulière dans le cours de calcul, mais qui vont être indispensables pour résoudre tous les problèmes purement algébriques des conditions minimales. Je pense par exemple aux propriétés des puissances, des nombres pairs et impairs, aux signes d'un produit, ce genre de choses. Donc on va voir quelles sont les 5 règles indispensables d'algèbre pour les preuves. On va également rappeler quelques définitions parce que, je vous l'ai dit dans le cours précédent, on joue un peu sur les mots. Est-ce qu'un nombre supérieur peut être égal ou non? Est-ce qu'un nombre négatif peut être égal à 0, etc., etc. Et enfin, on parlera un petit peu des inéquations. Ce cours fait partie du programme gratuit Battre le Taj-Maj qui, au-delà des conditions minimales, aborde tous les sous-tests de l'épreuve dans plus de 50 vidéos de cours avec des milliers d'exercices et 6 tests blancs complets et corrigés intégralement en vidéo. Pour plus d'informations sur le programme, vous avez le lien qui s'affiche en bas de l'écran. Alors, quelques définitions, tout d'abord, qui vont nous être utiles. Quand on parle de chiffres, eh bien les chiffres c'est de 0 à 9, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et aucune autre valeur. Quand on veut parler de chiffres entre guillemets à plusieurs chiffres ou avec des virgules ou avec des racines, avec des fractions, ce ne sera plus des chiffres, ce sera des nombres, d'accord? Et des nombres c'est n'importe quoi, ça peut être un nombre entier comme 7, mais ça peut aussi être une fraction comme 4 cinquièmes, ça peut être un nombre négatif comme moins 0,8, ça peut être même un nombre irrationnel comme racine de 2 qui n'a pas d'expression qu'on peut finir. Pour limiter la liste des nombres, souvent on va nous donner des contraintes. Les contraintes les plus fréquentes qu'on va nous donner, ce sont des nombres entiers, d'accord, autrement dit des nombres qui tombent juste, qui n'ont pas de partie décimale, 7, 8, 9, 10, 15, moins 22, moins 30, ou des nombres positifs ou négatifs. Quand je dis positif, qu'est-ce que ça veut dire? Quand je dis positif, ça veut dire supérieur ou égal à 0. Quand je dis négatif, ça veut dire inférieur ou égal à 0. Si je parlais uniquement des nombres positifs ou uniquement des nombres négatifs, je vais utiliser strictement positif ou strictement négatif. Donc strictement positif, c'est quand c'est supérieur à 0 et 0 est exclu, et strictement négatif, inférieur à 0 et 0 est exclu. Vous notez, vous vous rappelez bien de ce symbole-là, d'inéquation, supérieur ou supérieur et égal. Celui-là, il va falloir y faire attention aussi, parce que la question n'est pas la même si on dit x est supérieur ou égal à 7, ou x est strictement supérieur à 7. Donc il faudra bien faire attention, non seulement au vocabulaire, mais aussi aux symboles qui sont utilisés. Enfin, une dernière notion, c'est celle de la valeur absolue. D'accord? La valeur absolue qu'on va noter en encadrant un nombre, par exemple, valeur absolue de A, voilà, c'est A entouré de 2 barres. C'est la partie numérique du nombre en faisant abstraction de son signe. D'accord? Par exemple, si on a moins 12, sa valeur absolue c'est 12. D'accord? On enlève le signe, on prend en compte que le nombre. Et autrement dit, la valeur absolue de 12, c'est la même de moins 12, c'est la même que la valeur absolue de 12, d'accord? Les deux valent 12. Voilà pour les principaux termes de vocabulaire qui vont être utilisés en conditions minimales. Maintenant, parlons des règles fondamentales que les concepteurs de tests vont souvent utiliser. Les premières, ce sont les règles sur les puissances. Alors, les puissances. C'est quoi la règle sur les puissances? C'est quand on a une puissance paire, elle fait disparaître le signe. Autrement dit, résultat toujours positif. Et quand on a une puissance impaire, elle conserve le signe. Pourquoi c'est important en conditions minimales? Parce que souvent, on va nous dire A puissance 4, par exemple, est égal à B puissance 4. Qu'est-ce qu'on peut conclure de A puissance 4 égale B puissance 4? Beaucoup de candidats vont conclure A égale B. C'est faux. Pourquoi? Parce que si j'ai moins 2 et 2, A n'est pas égal à B. L'un vaut moins 2, l'autre vaut 2. Et pourtant, la puissance va faire disparaître leur signe, donc A puissance 4 va être égal à B puissance 4. Quand on a des puissances paires, la seule chose qu'on va pouvoir conclure, c'est que la valeur absolue de A est égale à la valeur absolue de B. Comme elles font disparaître le signe, ça veut dire qu'ils sont égaux en faisant abstraction du signe. Par contre, les puissances impaires, elles conservent
le signe, d'accord? Autrement dit, elles peuvent donner un résultat positif comme négatif. Elles donnent un résultat négatif si le nombre de bases était négatif. Et elles donnent un résultat positif si le nombre de bases était positif. Alors si on a une puissance, par exemple, a puissance 5 égale b puissance 5, cette fois-ci, comme on conserve le signe, j'ai a à une puissance impaire égale b à la même puissance impaire, je peux conclure que a égale b. Un exemple, a-t-on x supérieur à y? L'information 1 nous dit x au cube supérieur à y au cube. D'accord? Donc on a la même puissance, et c'est une puissance impaire. On a dit, les puissances impaires conservent le signe, donc c'est la même propriété qu'ici, sauf qu'au lieu d'avoir une égalité, on a une inégalité. Hein? Donc, x est supérieur à y, comme les puissances impaires conservent le signe. Maintenant, pour l'information 2, x puissance 6 est supérieur à y puissance 6. Ben, c'est à peu près la même situation, sauf qu'ici on a des puissances paires. Et comme on a dit, les puissances paires font disparaître le signe. Même propriété qu'ici, on a deux nombres élevés à la même puissance qui est une puissance paire, on peut statuer sur leur valeur absolue, donc valeur absolue de x est supérieure à la valeur absolue de y, mais pas sur x est supérieur à y. Pourquoi? Parce qu'on peut trouver un cas où la valeur absolue de x est supérieure à la valeur absolue de y et où x est en effet supérieur à y, je ne sais pas, par exemple 3 et 1, hein, on a bien valeur absolue de x supérieure à valeur absolue de y et x supérieur à y, mais on peut aussi trouver un cas inverse avec moins 3 et 2 par exemple. Ici, la valeur absolue de x, autrement dit 3, est supérieure à la valeur absolue de y, autrement dit 2, mais a-t-on x supérieur à y? Eh bien non, moins 3 c'est plus petit que 2. Deuxième propriété importante, produit égal à 0. Pour qu'on ait un produit qui soit égal à 0, il faut qu'un de ces termes soit nul, d'accord? Si j'ai A fois B fois C qui est égal à 0, ça veut dire que soit A est égal à 0, soit B est égal à 0, soit C est égal à 0, soit plusieurs parmi les trois sont égales à 0. Petite application simple, x est-il négatif? Information 1, y au cube est inférieur à 0. Bon, bah évidemment, l'information 1 seule, elle ne me donne aucune information. Hein? On n'a aucune information sur x. Information 2 maintenant, x fois y est égal à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, un produit est égal à 0 si l'un de ces termes est égal à 0 et nul. Ça veut dire que soit x égale 0, soit y égale 0, soit x et y égale 0. Est-ce que ça me suffit pour conclure que si x est négatif ou positif? Non, absolument pas. Maintenant, je combine les deux. Si y au cube est inférieur à 0, qu'est-ce que ça veut dire? Les puissances impaires, elles conservent le signe, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ça veut dire que y est inférieur à 0, il est strictement négatif. En tout cas, il est différent de 0. Alors, dans mes trois cas possibles, y égale 0, ben, c'est plus un cas possible. Hein. On a dit qu'y était strictement inférieur à 0. Ici, x et y égale 0, c'est plus un cas possible. Y est strictement inférieur à 0. La seule possibilité pour que j'ai mon produit xy qui vaille 0, c'est que x égale 0. Donc oui, je peux conclure que x égale 0. X est-il négatif? Ben, la réponse c'est oui, parce que négatif, ça veut dire inférieur ou égal à 0. Et je réponds C. Notez encore une fois qu'à la question x est-il strictement négatif, j'aurais répondu non. Mais ça ne changeait rien à la réponse. Est-ce que j'aurais pu répondre à la question? Oui, avec les deux informations. Réponse C. Troisième propriété, le signe d'un produit. Si on a deux termes d'un signe identique, ça donne un résultat positif, d'accord? Plus 5 et plus 3, on les multiplie, ça nous donne 15, plus 15. Si j'ai moins 4 et moins 2, je fais moins 4 fois moins 2, ça me donne plus 8. Par contre, si j'ai deux termes de signes différents, le résultat d'un produit est toujours négatif. Moins 5 et plus 8, moins 5 fois plus 8, moins 40. Plus 3 et moins 2, plus 3 fois moins 2, ça me donne un résultat de moins 6. Alors, dans quel type de problème on va l'utiliser, cette propriété? On va l'utiliser dans ce genre de problème. A-t-on x supérieur à 0? Information 1. X fois y est inférieur à 0. X fois y est strictement négatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, si un produit est négatif, ça veut dire que les deux termes qu'il compose sont de signes différents. Donc soit
on a x positif et y négatif, soit on a x négatif et y positif. Notez que tous les deux sont strictement négatifs et strictement positifs parce que sinon, on pourrait tomber sur 0. Information 2 maintenant. Y puissance 5 est strictement positif. Qu'est-ce que ça veut dire? On l'a vu il y a quelques minutes. Les puissances impaires conservent le signe. Donc si y puissance 5 est supérieur à 0, ça veut dire que y est supérieur à 0. Ni la 1 ni la 2 nous permettent de répondre, mais maintenant si on combine les deux, on sait que y est strictement positif. On avait deux cas possibles, x positif, y négatif, et x négatif, y positif. Si y est positif, le premier cas avec y négatif, il est plus possible. On n'a plus qu'un seul cas possible, x est négatif et y est positif. Est-ce qu'on a x strictement supérieur à 0? Non, vu que x est négatif. Peut-on répondre à la question? Oui, comment? Avec les deux informations. Réponse C. Quatrième règle, la parité, d'accord? On doit connaître par cœur le tableau de parité suivant. Si on ajoute deux nombres pairs, on arrive à un nombre pair. Un pair et un impair, ça donne un impair. Deux impairs, ça donne un nombre pair. Pareil pour les produits, si on multiplie deux nombres pairs entre eux, ça donne un nombre pair. Un pair et un impair, ça donne un nombre pair. Et deux impairs, ça nous donne un nombre impair. Alors, on peut tirer une propriété supplémentaire de ça. C'est que si on a deux nombres consécutifs, mais il y en a un qui est pair et un qui est impair, on est bien d'accord. Si je prends 5 et 6, 12 et 13, 17 et 18, j'aurai toujours un nombre pair et un nombre impair. Alors quand j'ai deux nombres consécutifs, j'en ai forcément un qui est pair et un qui est impair. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que leur somme, c'est la somme d'un nombre pair et d'un nombre impair. Donc leur somme sera toujours impair. Et leur produit, ce sera le produit d'un nombre pair et d'un nombre impair. Autrement dit, leur produit sera toujours pair. Petit exemple d'application, AB plus C est-il pair? Premier lieu, on nous dit BC consécutif. D'accord? Alors si BC et C sont consécutifs, on n'a pas beaucoup de choix, on doit tout tester. D'accord? Tester tous les cas possibles. Alors les cas, c'est soit B est pair et C impair, d'accord? Ou B impair et C pair. Alors, est-ce que ça va nous suffire pour conclure? La manière la plus simple de le voir, c'est qu'on va essayer de se faire un petit tableau avec tous les cas. On peut avoir A qui est pair ou A impair, d'accord? Et on peut avoir B qui est pair ou B impair. Et du signe de B dépendra évidemment le signe de C. Alors, si j'ai A qui est pair, ça veut dire que j'aurai un nombre pair fois quoi? B est pair, donc un nombre pair, plus C, il sera forcément impair. Si B est impair, maintenant, j'aurai pair, impair, plus pair. Si A est un nombre impair et que B est pair, j'aurai impair fois pair, plus un nombre impair, vu que C est consécutif à B, qu'il est forcément de la parité opposée. Et si enfin B est impair et A est impair, j'aurai un produit d'un impair par un impair, plus un nombre pair. Alors ça donne quoi? Pair fois pair, c'est pair. Pair plus impair, c'est impair. Pair fois impair, c'est pair. Plus un nombre pair, ce sera pair. Impair fois pair, c'est pair. Plus un nombre impair, ça nous donne un nombre impair. Impair fois impair, c'est un nombre impair. Plus un nombre pair, ça nous donnera un nombre impair. Alors, avec cette situation-là, j'ai 4 cas. J'arrive à un impair, un pair, un impair et un impair. Dans 3 sur 4, j'ai un nombre impair, mais dans un cas sur 4, j'ai un nombre pair. Donc je ne peux pas conclure parce que AB plus C est-il pair? Parfois, parfois non, ça dépend des cas. D'accord? Maintenant, si j'ai A qui est un nombre impair, est-ce que ça me permet de conclure? Je vais y réfléchir assez rapidement. Et je vais me dire que, comme A est un nombre impair, d'accord,
je peux avoir impair fois impair plus pair, impair fois pair plus pair, impair fois impair plus impair, ou impair fois impair plus pair. N'oubliez pas qu'on a totalement oublié l'information comme quoi A, B et C sont consécutifs et que donc leur parité est différente. Alors ça fait quoi? Impair fois impair plus pair, ça nous fait un nombre impair plus un nombre pair, autrement dit on arrivera à un nombre impair. Impair fois pair plus pair, ça va nous donner un nombre pair plus un nombre pair, on va arriver donc à un nombre pair. Bon, c'est pas la peine de continuer, on a bien vu déjà qu'on pouvait arriver à deux nombres de parités différentes, donc on ne pourra pas conclure. Maintenant, dernier cas, on va cumuler les deux informations, B et C sont consécutifs et A est impair. On n'a pas besoin de retester tout, c'est-à-dire qu'on avait déjà testé ça, regardez. On avait fait A est pair et A est impair pour les cas où B et C étaient consécutifs. Alors c'est quoi? C'est cette ligne-là dans notre tableau, c'est quand on avait testé A impair avec B et C consécutifs, on oublie cette ligne-là, et regardez, quand A était impair, le produit de A et B plus C donnait toujours un nombre impair. Autrement dit, ici, AB plus C est toujours impair. À la question AB plus C est-il pair, on peut répondre non. On peut toujours conclure avec certitude que non. La réponse, c'est C. Dernières propriétés qui sont très importantes pour les conditions minimales, ce sont les équations quadratiques. C'est quand on a une équation à une inconnue, mais du second degré, d'accord? On a du x au carré et du x, on a quelque chose qui s'écrit sous la forme ax au carré plus bx plus c est égal à 0. Les solutions à cette équation, c'est de la forme moins b plus ou moins racine de delta sur 2a, avec delta notre discriminant qui vaut b au carré moins 4ac. On prendra un exemple tout à l'heure. Vous n'êtes plus au collège, je ne vais pas vous dire s'il est inférieur à 0, il n'y a pas de solution, s'il est supérieur à 0, il y a deux solutions, s'il est égal à 0, il y a une solution. Non, regardez, c'est évident. À un moment, je dois faire plus ou moins racine de delta dans le calcul. Si c'est 0, oui, bien sûr, plus 0 moins 0, c'est la même chose, il y a une seule solution. Et puis, si j'ai un nombre négatif, il n'y aura pas de solution parce que je ne peux pas faire la racine d'un nombre négatif. Mais il y a une seule formule et un seul type de solution. Quand est-ce qu'on va surtout utiliser ces questions avec des équations quadratiques en conditions minimales dans des problèmes que j'appelle des problèmes de somme et produit? D'accord? C'est ça. Si on va nous dire que vos x, avec comme information 1, x plus y égale 14, et information 2, x fois y égale 24. Alors évidemment, l'information 1 ici, elle nous donne pas suffisamment d'informations. On peut avoir 1 et 13, 2 et 12 ou n'importe quelle autre valeur parce qu'on n'a aucune contrainte ni pour x ni pour y. Et xy égale 24, c'est pareil, ça peut valoir 2 et 12 ou 4 et 6. On peut trouver beaucoup de valeurs qui vont nous permettre de faire ça. Bien. Qu'est-ce qui se passe quand on combine les deux? Quand on combine les deux, il faut reconnaître une équation quadratique. Pourquoi il faut reconnaître une équation quadratique? Parce que ici, on peut se dire, par exemple, que y, c'est égal à 14 moins x. On est bien d'accord, hein? On a x plus y égale 14, donc on compose ça très simplement et on dit que y, c'est 14 moins x. À partir de ce moment-là, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais pouvoir substituer ici y par 14 moins x. Qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner x fois 14 moins x égale 24. Ça fait quoi? Ça fait 14x moins x au carré égale 24. Je remets ça dans l'ordre pour avoir juste la présentation et être certain que je suis bien dans le bon modèle. Moins x au carré plus 14x moins 24 est égal à 0. Voilà, on a bien une équation quadratique. Et si on a cette équation quadratique là, eh bien, on sait qu'on va avoir des solutions qui vont suivre ça. Donc, que vaut x? La solution, c'est moins b, ici b c'est 14, donc moins 14, plus ou moins racine de delta sur 2a, et 2a ici, a c'est moins 1, donc sur moins 2. Je peux simplifier mon signe ici. Et je vais surtout calculer mon discriminant delta. Alors mon discriminant il va être égal à quoi?
mais il va être écrit à la b au carré. Ici, b au carré, c'est 14, hein, on est bien d'accord. Donc, b au carré moins 4, AC. b au carré, c'est 14. 14 au carré, moins 4, AC moins 1. Et CC moins 24. Ça me donne quoi? Ça me donne 196, moins 4 fois moins 24, 96. Le tout fois moins 1, 96. Donc, 196 moins 96. Autrement dit, 100. Delta égale 100, qu'est-ce que ça me dit autrement? Ça me dit que racine de delta, ce sera 10, hein, parce que racine de 100, c'est 10. Donc mes solutions, c'est quoi? C'est 14 plus 10 sur 2 et 14 moins 10 sur 2. Et là, il y en a beaucoup qui disent oui, alors, le discriminant, il est positif. Donc ça veut dire que j'ai deux solutions. Donc ça veut dire que je ne peux pas conclure sur la valeur de x. Une seconde. Que vaut x? Ça dépend des contraintes qu'on a mises sur x. D'accord? Ici on dit que vaut x, on n'a aucune précision. On ne sait pas si c'est un nombre entier, s'il a des virgules, s'il est positif, négatif. Donc oui, clairement, il peut prendre les deux valeurs. Réponse E. Si j'avais cette question, que vaut x, l'âge de ma sœur? Et que je fais mon calcul, j'arrive sur une quadratique et je finis par conclure que les solutions, c'est 7 plus ou moins racine de 1 sur 4. Il ne faut pas que je réponde trop rapidement. On ne peut pas conclure. Hein. Pourquoi? Parce que 7 plus ou moins racine de 1 sur 4, c'est quoi? C'est 7 plus ou moins 1 sur 4. Autrement dit, c'est 8 sur 4 ou 6 sur 4. Et ici, j'ai un nombre entier, 2. Et là, j'ai un nombre à virgule, 1,5. Et évidemment, si j'ai un âge, vous le savez, je dois avoir un nombre entier qui est dans certaines limites. Donc, cette solution-là, c'est peut-être une solution à l'équation quadratique, hein, en mathématiques, mais ce n'est pas une solution au problème. Parce qu'on sait que l'âge, il a une contrainte. Ça doit être un nombre entier. Donc, ici, malgré le fait que j'ai deux solutions d'après le discriminant, dans un problème où on me demande l'âge de ma sœur ou une autre valeur qui peut avoir des contraintes, et j'aurai une seule solution. Dernier point que je voulais aborder avec vous dans ce cours d'algèbre intermédiaire, ce sont les inéquations. Vous savez, une équation, autant on avait des équations assez faciles du type x au carré est égal à 49 dans le sous-test de calcul, ou même dans les questions les plus simples de conditions minimales. Mais en conditions minimales, la spécificité, c'est qu'on va pouvoir aussi rencontrer des inéquations, c'est-à-dire x au carré plus 7 est inférieur à y plus 12. Et le problème des inéquations, c'est qu'elles sont beaucoup plus compliquées à manipuler que les équations. Sur les additions et soustractions, ça ne change pas grand-chose, ça reste très facile. Si j'ai A est inférieur à B, je peux additionner ou soustraire la même chose des deux côtés. Hein. Je peux faire A plus 5 est inférieur à B plus 5, ou alors je peux faire A moins 5 est inférieur à B moins 5. Multiplication et division, c'est un petit peu plus compliqué, d'accord? Parce que je vais devoir connaître le signe de ce que je multiplie, ou de ce par quoi je divise, pour pouvoir le faire, d'accord? C'est-à-dire que si j'ai A inférieur à B, pour pouvoir faire A fois C est inférieur à B fois C, il va falloir que je sache avec certitude que C est positif, d'accord? Si C était négatif, j'aurais quand même pu multiplier, mais en prenant une petite précaution, en faisant une petite différence, c'est que j'aurais inversé l'opérateur, d'accord? Je serais passé de inférieur à supérieur à, ou de supérieur à inférieur à. Alors, si je veux faire une symétrie, d'accord? Autrement dit, pour les équations, c'était plutôt simple, hein? J'avais A égale B, je savais que je pouvais faire B égale A. Maintenant, si j'ai A inférieur à B et que je veux inverser les deux termes, d'accord? Là, je vais être obligé d'inverser l'opérateur, donc de passer de inférieur à supérieur à, ou de supérieur à inférieur à. Si on veut combiner maintenant des inéquations, la seule chose qu'on peut faire, c'est les additionner, mais si leur opérateur est le même, hein, donc inférieur ou supérieur. Ici, j'ai A inférieur à B, C inférieur à D. Autrement dit, je peux dire que A plus C est inférieur à B plus D. Petit exemple d'application. Est-ce que Z est supérieur à X? L'information 1, elle me dit que W plus X est supérieur à Y plus Z. W plus X est supérieur à Y plus Z. L'information 2, elle me dit quoi? Elle me dit Z plus W est inférieur à X plus Y. Bon,
L'information 1, évidemment, j'ai aucune information sur tous les autres, donc je ne vais pas pouvoir conclure sur z supérieur à x. Pareil pour l'information 2. Maintenant, je vais essayer de les combiner. Alors pour les combiner, c'est ce qu'on a dit au fond, c'est que pour combiner des inéquations, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait qu'elles aient tous les deux le même opérateur. Donc moi je veux inférieur dans tous les cas, ou supérieur dans tous les cas. Donc qu'est-ce que je vais faire? La première, tout simplement, je vais l'inverser, d'accord? Y plus z est inférieur à w plus x. Maintenant qu'est-ce que j'ai? Eh bien j'ai deux inéquations qui vont dans le même sens. Je vais les combiner tout simplement. Regardez, je vais faire y plus z plus w, donc celle-ci plus celle-ci, est inférieure à w plus x plus y. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai dit que je pouvais faire addition-soustraction. Donc je vais faire exactement comme dans un cas avec des équations, c'est que je vais retirer les y ici, je vais faire moins y de chaque côté, autrement dit, et je vais retirer les w ici, je vais faire moins w de chaque côté. Qu'est-ce qui me reste? 2z est inférieur à 2x. Alors je peux diviser par 2, et comme je divise par un nombre positif, eh bien je ne change pas l'opérateur. Donc z est inférieur à x. Z est inférieur à x. A-t-on x supérieur à z? Non. Donc on peut répondre avec les deux informations. Réponse C. Voilà pour les notions d'algèbre nécessaires pour mener à bien l'épreuve de conditions minimales. Maintenant, on va passer aux problèmes classiques, que ce soit des classiques autour de la géométrie, autour des nombres et de leur étude, ou autour de problèmes plus concrets. Vous avez le lien des 3 cours de niveau intermédiaire qui apparaît en bas de l'écran. Je vous invite à nous suivre sur la chaîne YouTube ou les réseaux sociaux grâce aux liens qui apparaissent également à l'écran, ou à consulter notre site battletajmatch.fr. Quant à moi, je vous dis à très vite pour des questions de conditions minimales.